c'est comme ça que tout a commencé. Bienvenue dans le monde de Melville. Bonjour tout le monde. Il fait noir, donc c'est bonsoir. Un monde de Melville qui commence par une révélation, celle d'un certain cinéma. Et en fait, ce générique, je le découvre un après-midi chez moi. J'ai 17 ans. À l'époque, je veux être photographe, pas du tout dessinateur. Et je suis seul face à cette télévision qui me projette une image de télévision qui va être détruite. Et je prends en pleine figure tout le cinéma de Lynch juste avec cette image-là, avec ce générique, avec cette ouverture de Twin Peaks. C'est ça. Avec une envie de faire la même chose. Alors, directement, oui. Ça, c'est une évidence qui arrive. C'est, en fait, moi, c'est ça comme métier que je veux faire. Moi, je veux faire David Lynch de ma vie. Et en fait, ça s'apprend difficilement d'être David Lynch. Et puis, il y avait une école de cinéma à Bruxelles qui est très connue, mais qui est vraiment très difficile à y entrer. Et puis, il n'y avait pas de master David Lynch. Et j'avais regardé partout, non, il n'y avait rien. Il y avait Chantal Akerman, mais il n'y avait pas David Lynch. Et donc, un ami de mon père me dit, écoute, tu vas jamais rentrer à l'INSAS. On parle de cette école, c'est l'INSAS, l'école de cinéma à Bruxelles. Tu vas jamais rentrer là-bas, donc essaye de faire, je sais pas, 2 ans, 1 an de bande dessinée. Puisque tu dessines, je dessinais, mais je ne m'attendais pas à être auteur de bande dessinée, donc vas-y, fais 1 an ou 2 de bande dessinée, puis tu verras. Tu verras. Et je suis rentré à Saint-Luc, une école que je connaissais bien, parce que mon père avait créé l'atelier de bande dessinée de Saint-Luc, donc j'étais vraiment très à l'aise pour y entrer. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic avec des livres qu'on m'a donné. Parce que, des auteurs qui ont compté oui, et ça, qui ont ouvert des portes. Au tout début, moi, j'étais, bon, alors je suis le fils d'un auteur de bande dessinée aussi, Claude Renard, et qui a beaucoup travaillé avec Francis Hueten, et donc j'étais hyper imprégné, hyper influencé par leur travail, par leur univers. Je dessinais des ballons, je faisais que des petits traits à l'encre. Et puis il y a eu ces 2 livres. Ces 2 livres qui ont totalement changé mon regard sur la bande dessinée, sur la narration et sur la manière d'inventer des humeurs, d'inventer des atmosphères. Alors Gutting et Mike Simon, ouais, ce sont précisément 2 auteurs qui sont des auteurs de bande dessinée, presque illustrateurs dans la bande dessinée. Oui, complètement. C'est peut-être pour ça en fait, ça m'a peut-être rassuré en fait, que ce soit d'abord des illustrateurs avant d'être des auteurs de bande dessinée. Et à partir de ce moment-là, mon dessin a changé. Et puis je suis sorti de Saint-Luc. Je n'ai jamais été dans cette école de cinéma finalement. Et j'ai commencé à travailler sur des livres, mais avec toujours l'influence de ces 2 auteurs. Vraiment sur le travail de la matière. Et là, on retrouve en plus une image en résonance avec le Lynch qu'on a vu juste avant, avec cette télévision, avec ces ambiances noir et blanc aussi. Je vais d'abord un peu imiter, puis retravailler, essayer de tout doucement d'avoir ça dans ma chair, dans mes doigts. Et mon premier livre s'appelle American Season. Et ça sont plutôt j'ai préféré garder les versions noir et blanc, parce que les versions couleur, il faut un peu des lunettes de soleil maintenant pour le regarder. Je découvrais Photoshop à l'époque. Je préfère vraiment les versions noir et blanc. Où ben là, il a l'influence de Mike Simon et de Gutting très visible. Et visible et assumé, vraiment assumé. Et puis il y a plein d'autres choses qui sont venues nourrir mon univers avant d'arriver à Melville. Et aux origines de Melville, il y a forcément un autre choc que le choc cinématographique, c'est un choc littéraire. Complètement. C'est le Southern Gothic. Le Southern Gothic, c'est un genre littéraire que je suis certain que vous le connaissez, même si vous ne connaissez pas le nom, certain que vous le connaissez parce que vous avez vu des films qui sont liés à ce genre, vous avez vu des séries télé qui sont liées à ce genre, vous avez sûrement écouté des disques qui sont liés à ce genre. Le Southern Gothic,
prend sa racine chez Faulkner. Ça raconte une terre qui est habitée par le mal. Et Faulkner raconte une terre habitée par le génocide amérindien, par l'esclavage, par le racisme. Et tout ça transpire dans sa littérature. Et ça se passe dans le Sud. Et c'est aussi inspiré du gothique anglais. En fait, un des tout premiers auteurs considérés de Southern Gothic, c'est Edgar Allan Poe. Mais le genre va vraiment s'intégrer dans le Sud des États-Unis, avec d'autres auteurs. Donc je parlais et puis migrer vers le Nord aussi, parce que si on pense à Ron Rash, par exemple, qui est quand même un oui, auteur de nature writing qui t'a influencé, et on est tout à fait dans le Sud. Complètement. En fait, après le Southern Gothic rayonne sur... on n'est pas resté qu'autour du Mississippi. Il y a plein d'autres choses. James Lieber, par exemple, lui, peut écrire et au Texas et dans le Montana. Cormac McCarthy, il peut écrire la route, vous avez peut-être vu ou lu. Et puis lire Un enfant de Dieu, qui est terrible. Et bien sûr Faulkner. Mais il y a aussi les films, peut-être que vous avez vu ces films. Dans La brume électrique, qui est une adaptation de James Lieber par Tavernier. Une très belle adaptation de Tavernier. Il est un peu piqué tes couleurs, je trouve, maintenant. Bah, c'est pas très sympa. Moi, j'ai pas... Ouais, je pense qu'il faut qu'on en discute avec Mathias, mais... Il y a peut-être un procès à faire. Mais, 1, 2, 3. Winter's Bone, ça c'est un film qui me tient à cœur parce que c'est basé sur un livre que j'ai adapté à l'époque pour Casterman, dans la collection Rivage Noir, qui s'appelle Un hiver de glace. Et le film avait été... le film avait gagné le prix Sundance à l'époque. Et Mud, c'est aussi un film merveilleux. Puis on a les séries télé aussi, qui sont liées au Southern Gothic, True Detective, c'est magnifique. La musique, Nick Cave, bien évidemment, 60 Horsepower, Logan Club, sont tous des... En fait, c'est un genre qui raconte une ambiance, qui raconte une humeur. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait avant de... Enfin, qui a percolé dans la construction de Melville. Alors, il y a eu quelques albums entre American Seasons et Melville, on va pas forcément y revenir. Un jour, l'envie est là. Et cette envie, c'est une envie qui va se déployer comme une carte. Et je n'en prends pas le mot par hasard, puisqu'il y a une partie de toponymie dans Melville. C'est une ville. C'est une ville avec, au départ, l'idée d'une sorte de roman choral, puis qui peu à peu va prendre ses quartiers, c'est le cas de le dire, à la fois dans des tomes divers, à la fois dans des choses qui seront extérieures à ces histoires-là. Comment est-ce que tout ça s'est déployé et à quel rythme? Au tout début, donc, il y a l'envie de raconter des histoires. Il y avait un tout premier récit choral qui était écrit comme un roman et que je voulais adapter, comme j'avais adapté en fait Winter's Bone juste avant. Mais c'était très long, c'était vraiment très long à adapter. Ça aurait fait un livre de 400 pages à l'époque. Que tu ne ferais jamais. Jamais. Et ça, c'était en 2015. Je respecte suffisamment le lecteur pour pas faire des choses. Exactement, je respecte beaucoup de mes lecteurs. Et en fait, de toute cette galerie de personnages, il a fallu choisir un personnage. J'avais choisi Samuel Beauclerc, c'est le tout premier Melville, l'histoire de Samuel Beauclerc, parce qu'elle racontait une histoire qui était en totale résonance avec moi, ce que je vivais, qui est aussi une question de territoire. Alors, il y a une question de territoire, il y a une question d'héritage, il y a une question de transgression. C'est une histoire, tu as parlé tout à l'heure de ton père qui était comme une figure importante de la bande dessinée, qui a créé l'atelier R. C'était aussi une manière de trouver ton indépendance définitive par rapport à lui, tout en lui tendant la main, puisque tu lui as proposé d'intervenir dans ce premier Melville. Bah oui. Ah, j'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à ça. J'étais sur le découpage et je lui envoie une séquence qui raconte l'histoire de cet homme à tête de cerf. Et je lui dis, voilà, moi j'aimerais beaucoup que tu dessines ces pages. C'est l'histoire d'un... je vais prendre maintenant, c'était tellement naïf. C'est l'histoire d'un père qui se sacrifie pour que son fils... qui se sacrifie pour que son fils puisse le tuer et pour que son fils puisse avancer sans lui.
l'histoire. Voilà, papa, est-ce que ça te dit de dessiner ces pages? Mais oui, mon garçon. Mais très élégamment, il m'a dit oui. Et il a fait ses pages de son côté, et puis il me les a envoyées, et j'ai encore en mémoire l'objet du mail qui disait « Puisqu'il faut tuer le père ». Et voilà, il m'avait envoyé ça. Et donc ça se retrouve dans le tout premier volume. Et cette histoire de mythe fondateur, de père qui se sacrifie pour que son fils puisse continuer, j'avais envie d'explorer cette légende un peu plus loin aussi. En fait, ce fils, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que tout va bien dans sa vie après avoir tué son père? Est-ce que ça roule? Est-ce que ça suffit pour être heureux? Oui, exactement. Ou est-ce qu'il devient complètement taré, complètement fou? Et là commençait l'histoire de la généalogie maudite qui imprègne tout Belleville. Par exemple. Là, c'est ce fameux Abraham avec le petit Moselle qui n'a pas encore tué son père. Un mot peut-être de cette ville elle-même, pour ceux qui ne la connaîtraient pas bien, et qui a des résonances évidemment avec l'Amérique du Nord, mais ça pourrait être une autre terre, nordique en tout cas. Il y a l'idée que ce n'est pas seulement un lieu avec des rues, avec une industrie déclinante et toute une série de choses qu'on peut très vite repérer, mais c'est aussi un lieu de passé. Toute ville a sa propre histoire, et dès le départ, tu as imaginé cette histoire, tu as imaginé ce mythe fondateur, comment il s'était transformé, et comment ça avait pu générer le visage réel de la ville. Et en le dessinant, je mets toutes ces histoires dans une seule et même image. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'il y a du fantastique dans mes images, mais en fait ce ne sont pas du fantastique, ce sont trois temporalités qui se chevauchent à chaque fois. Tout à fait, ouais. Alors après, il y a la seconde histoire. Alors, il y a eu la seconde histoire, Saul Miller. Moi, j'avais envie de travailler sur... il y a quelque chose qui me passionne, moi, c'est les astres. C'est le rapport au temps que l'on a dès qu'on lève les yeux sur un ciel étoilé. Et c'était aussi l'histoire d'une personne qui est confrontée à son orgueil. Et comment cet orgueil va détruire sa vie. Parce qu'en fait, pour chacun de ces livres, c'est l'histoire d'un personnage, Saul Miller, Samuel Beauclerc, Ruth Jacob, et à chaque fois, c'est sur un thème assez particulier. Le premier sur la filiation, le deuxième sur l'orgueil et la transmission, et le troisième sur l'héritage. Et justement, on a mis au milieu, et non pas à la fin, les chroniques de Melville. C'est pas un hasard si l'image se trouve en troisième position. Les chroniques de Melville sont arrivées un peu dans ce work in progress, comme le lien entre toute une série d'histoires et comme une manière de créer autre chose, une autre forme d'écriture. Cette forme, c'est la nouvelle, nouvelle littéraire, donc il y a de nouveau un rapport à l'écriture. Alors oui, comment faire de la nouvelle en bande dessinée? En fait, il faut, je dis ça comme si c'était péremptoire, mais il faut, pour moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler la nouvelle en tant qu'objet de livre, mais en tant que, comment expliquer, dans la forme. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une courte histoire qui aurait pu être dans un suivre de 4-5 pages, c'est comment aborder la manière de tourner les pages. On commence sur 2 pleines pages en case, et puis après sur 2 pleines pages avec juste une grande illustration. Et comment en fait cette illustration va résonner sur les 2 cases, sur les 2 planches qu'on a vues avant. Ou sur une autre manière de raconter les choses, c'est de prendre toute une rue, comme si c'était un Google Street View, et de raconter l'histoire de chaque maison. C'était plutôt, voilà, c'était l'envie en fait d'aller creuser, d'aller chercher comment raconter autrement, avec des courtes histoires, mais des courtes humeurs, un peu comme chez Raymond Carver. Chez Raymond Carver, les nouvelles n'ont pas vraiment de conclusion. On quitte, on a été pendant un bref instant avec les personnages, on a pu peut-être ressentir de l'émotion avec eux, et puis à un moment, il est temps de les quitter, et eux vont continuer leur vie. Ce que j'avais envie de faire avec les chroniques, c'était ça, c'était qu'on croise leur chemin à un certain moment, un peu comme aussi pour les livres. Et qu'on habite cette ville davantage,
que par l'histoire des trois personnages principaux. C'est aussi, il faut quand même le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle Chronique de Melville, mais au départ, c'est aussi une expérience autre que l'écriture, c'est une expérience de livre augmenté qui a permis ou qui a suscité en fait cette écriture-là. En fait, dès le premier livre, j'avais envie de... Il y avait deux choses que j'avais envie de mettre. C'était de la musique, faire une bande originale, et d'avoir un contenu additionnel. Sur le premier, on avait développé sur une application une manière en fait de révéler des choses cachées dans les images en scannant avec son iPad, l'iPad, révéler soit un crayonné ou révéler une vidéo. Et pour le deuxième, j'avais envie d'aller plus loin et de partir sur la carte, sur le territoire, avec à chaque fois un point. Et sur chacun de ces points, il y avait une petite histoire qu'on pouvait découvrir en vidéo. Ça, c'était tout le travail sur le numérique à côté. Et puis, pour la petite anecdote, en fait, ces applications ne fonctionnent plus parce que Apple, parce que Samsung, parce que tous ces grands, parce que Google, tous ces grands, en fait, changent leur standard. Oui, leur standard. Il faut à chaque fois tout recommencer. Donc maintenant, tout est sur le site. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur melville.com, tout est là. Voilà. On a une première idée de ce que c'est que Melville. Mais pour connaître et comprendre Melville, il faut entrer dans l'usine, il faut entrer dans le dessin. On y va ? On y va. On y va. En fait, il y a... avant de rentrer dans le dessin, il y a des influences. Il y a des photographes, moi, qui m'ont beaucoup influencé. Il y a Gregory Knudson, il y a Don Ido, et il y a Leonard Misson. Et Leonard Misson, c'est un photographe de la fin 19e, début 20e, qui entre dans le courant des pictorialistes. Ce sont en fait des photographes qui avaient peur qui voulaient que leurs photos soient de l'art, alors que la photographie n'était pas considérée comme de l'art à l'époque. Et donc on commençait à charbonner leur photographie pour essayer que ça ressemble à du fusain. Et moi, ce que j'essaye de faire dans mes dessins, c'est le chemin inverse. Et c'est de rendre un dessin le plus réaliste possible. Il y a une base de feutre, dans un premier temps, qui va me permettre de jouer sur les flous. Et puis la mise au point va se faire au fur et à mesure avec le fusain. Je propose qu'on regarde ce time-lapse jusqu'au bout. Là, ce qu'on voit là, ça prend combien de temps, en réalité ? Une paire d'heures. Une paire d'heures, une bonne paire. Oui. Chaque case est travaillée jusqu'au bout, avant de passer à la suivante, où tu fais des allers-retours, des étapes. Non, en fait, pour les deux premiers, j'avais un storyboard qui était très complet, très poussé. Et pour l'histoire de Ruud Jacob, pour le dernier, là, j'ai travaillé par séquence. Et je me laissais guider par l'humeur de la séquence. Et donc, voilà, les cases, les dessins se faisaient comme ça. Quand j'avais mon storyboard, je pouvais effectivement faire 2, 3, 4, 5 pages encrayonnées avant de me lancer directement dans les fusains. Là, pour le dernier, pour Ruud Jacob, j'allais directement vers le fusain. La recherche du réalisme, c'est pas quelque chose de nouveau, au moins de dessiner, ça existe depuis longtemps. Même si les départs étaient justement le contraire. Mais on sent bien que depuis déjà 30-40 ans, il y a pas mal d'auteurs qui se penchent sur cette question. C'est une question qui est insoluble, parce que le dessin ne peut pas approcher totalement le réalisme, et s'il l'approche, on va toujours dire « Ah, ben ça c'est de la photo retouchée ». Oui. J'imagine que tu l'as entendu souvent, celle-là. Oui, je l'ai entendu souvent. Oui, je l'ai entendu souvent. Mais je ne m'aide pas non plus, hein, parce que après, moi, je peux passer à l'autre. C'est que, après, avec la couleur, j'utilise des filtres de photos. Donc, en fait, pour la couleur, il n'y a toujours que 3 couleurs pratiquement. Et je creuse en fait chaque couleur, les unes par rapport aux autres. Et au final, après, je mets un petit grain, un
partir de pellicule ou de photos là-dessus pour la rendre plus, donc on peut essayer de jouer sur le trouble en fait du réalisme. Et en jouant sur le trouble du réalisme, l'envie c'est qu'on se dise ah mais en fait ça existe une ville, c'est quelque part, c'est là. Ok, il est revenu de là-bas. Et ça c'est la volonté du réalisme est dans ce sens-là, de rendre en fait la ville la plus réaliste possible. C'est la même démarche qu'un Edgar Pierre Jacobs dans un autre domaine, c'est-à-dire que lui, c'était sa documentation qui lui permet de faire croire que l'histoire fantastique s'inscrivait dans la réalité. La quête est toujours la même. Je ne sais pas ce qui suit là. Alors, oui. On a parlé de la musique tout à l'heure sans en dire beaucoup plus. On a parlé de cet univers en expansion avec les chroniques, toute la partie numérique. Il y a eu un univers en 3D qui a commencé ici à Angoulême, puisque enfin quand je dis en 3D, c'est en 4, parce qu'il y a le son en plus. C'était de transposer cet univers de Belleville-sur-Seine. Je me souviens, c'était à l'Espace Franquin. C'était un grand moment, cette première. Le spectacle a beaucoup évolué après. C'était aussi une autre manière d'apporter, de faire porter le regard sur le travail de bande dessinée. C'est une manière en fait de raconter la même histoire, mais d'une manière différente. Il y a déjà pas mal de temps là, donc, à l'invitation du festival, on avait porté sur scène la bande originale qui accompagnait les livres. Et je me suis rendu compte, tiens, en fait, si je fais ça sur scène, il y a moyen d'aller plus loin encore. Moi, de rendre sur scène, parce qu'au départ c'était un ciné-concert, et de rendre quelque chose d'encore plus réaliste et de plus immersif aussi, d'une manière scénique. Je sais pas, je pense que il y a des images. Ça, c'est un spectacle qu'on avait fait au Théâtre Royal de Bruxelles, Théâtre National de Bruxelles, où on travaillait sur plusieurs tulles différents, avec plusieurs projections différentes. Alors, ce spectacle était très très lourd à faire tourner, c'est pour ça qu'on a fait une tournée que d'un an là-dessus. Mais c'était une expérience incroyable, vraiment incroyable, d'être dans ces cases à ce moment-là, d'être vraiment dans son univers. Et puis il y a eu la suite, et la suite, je voulais quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus portable, un peu comme ce que vous allez voir d'ici quelques minutes, où là je pouvais jouer n'importe où, un peu comme un pèlerin. Je pouvais aller avec mon film sur Melville en me disant ok, j'ai des nouvelles à vous raconter de cette ville, je vais vous raconter deux, trois histoires. Voilà, ça c'était avec les chroniques. Alors il faut quand même spécifier que tu es musicien, que tu as composé 3 bandes originales pour les 3 albums, et qui sont de véritables bandes originales, c'est-à-dire que tu es au clavier, et tu es dans le rythme de la lecture que va avoir, d'après toi, un lecteur extérieur. J'imagine que tu te forces à être un peu plus lent que ce que tu ferais en connaissant par cœur tes propres planches, pour essayer de trouver vraiment ce rythme-là, et de coller totalement à la lecture de l'album. En fait, comme tu dis, c'est comme une bande originale, je me fais un film d'un défilé de pages, avec un temps. En fait, en gros, je lis toutes mes bulles à voix haute, en disant, voilà, ça c'est un temps moyen pour chaque page. Et en fonction de ça, je compose. Et donc, la possibilité, en allant sur le site, de retrouver toutes les bandes originales, les 3 elles y sont, et de lire précisément les 3 albums. Ah, moi je vous conseille. En écoutant la musique. Je le dis pour ceux qui n'ont pas encore tenté. C'est assez inédit, et donc ça mérite d'être précisé. Et c'était, pour moi, c'était le lien. On parlait au tout début de David Lynch et de ses cinémas. C'était presque comme des atomes qui se rejoignent. L'image, le spectacle, la musique, essayer de mettre tout ça ensemble.
Et puis à un moment, bah, il faut assumer. Et on assume en faisant un film. Voilà, j'allais y arriver. Donc ça, c'est l'étape suivante. Ouais. Comment est-ce qu'on va encore plus loin que le spectacle, que la réalité augmentée, que la bande dessinée de plus en plus épaisse, avec une pagination de plus en plus grande? C'est en faisant un film d'animation. Il n'est pas encore là, il est en préparation. Ouais. On va pouvoir montrer d'ailleurs quelques images en Mais avant-première. Avant ça, il faut qu'on parle de la manière dont on passe d'un univers à l'autre. Lorsqu'on est face à ce défi de faire un film d'animation, on a son propre scénario, mais on peut pratiquement le mettre, je ne vais pas dire à la poubelle, mais à plat, et tout recommencer. C'est la première chose à faire. Moi, j'ai eu la naïveté de croire que le scénario de bande dessinée pouvait être le scénario du film, et inversement. Et donc, je commençais parfois à dessiner des planches de mon côté, sur une séquence qui était validée pour le film et pour la bande dessinée. Et puis on avait des retours de producteurs, des retours de plein de gens qui ont beaucoup plus d'argent que vous et qui ont beaucoup plus de pouvoir décisionnel. Et qui nous disent non, en fait cette séquence ça va pas du tout. Et puis on les écoute, et ouais, c'est vrai, t'as raison, ça va pas du tout cette séquence, il faut la revoir. Et donc mes planches, je pouvais les abandonner. Et donc je recommençais, j'ai fait ça 2 fois. Je pouvais recommencer à refaire les planches avec une nouvelle séquence qui s'écrivait. Et puis à un certain moment, on est un peu trop attaché à nos personnages. On appelle ça des darlings, les personnages qu'on ne veut pas quitter, mais qu'on devrait en fait quitter pour le bien du film, pour le bien du scénario. Et je me battais avec ma productrice pour dire mais non, mais c'est pas le personnage de la grand-mère, il doit être comme ça. Mais non, c'est chiant. Il faut faire autrement, il faut résumer ça, et on n'a qu'1h30. Et effectivement, elle avait raison, on n'a qu'1h30, donc il faut faire des choix. Et donc j'ai fait des choix, et le choix de me dire, bah, en fait, le scénario du film sera adapté de la bande dessinée, mais la fin peut être différente, la manière de raconter peut être différente, et les personnages peut être un tout petit peu différents aussi. Alors c'est un travail d'équipe, ce qui est tout le contraire d'un travail de très longue haleine comme dessinateur et comme auteur scénariste auparavant, puisque tu fais d'abord le scénario, puis le dessin. Qu'est-ce que ce travail d'équipe t'apporte à toi dans ta pratique? En fait, j'ai appris énormément de choses. En fait, j'ai appris surtout à désapprendre mon métier et désapprendre mon dessin. Je travaille depuis des années en masse, et là, je devais revenir au trait. Parce que c'est impossible d'animer, en tout cas de manière réaliste, tel que je voulais le faire, les personnages peut-être qui sont dessinés dans les livres. Donc il fallait changer le dessin. Et en changeant le dessin, revenir à un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Et là, en fait, là par exemple, là, je suis beaucoup trop loin. C'est encore trop dessiné. Pour l'animation, il faut que ce soit encore beaucoup plus simple. Je suis arrivé à ça pour Paul. Et même là, on est vraiment limite dans le nombre de détails autorisés. Autorisés, oui, exactement, je cherchais le mot, autorisé. Et pour les décors, on a fait aussi beaucoup de recherches. Là, par exemple, pour les décors, on voulait vraiment garder le réalisme des livres, mais comment faire? Et on a essayé de trouver des choses, et vous verrez dans le pilote que vous allez voir là, je pense qu'on y est parvenu. Mais là, il y a quelques modifications. Ça, c'est une maison qui se retrouve dans le Melville 2, enfin, l'histoire de Somila, et dans le 3, Road Jacob. Mais on voit que le paysage est différent. Et là, pour le coup, là, il y a de la photo. Là, pour le film, on s'aide en fait d'une photographie à l'arrière. Pas ici. Là, ça c'est autre chose, c'est sur les usines. Et voilà. On regarde on regarde. On peut peut-être baisser les lumières, si possible. Voir les couper. Je ne sais pas si on vous entend là. Je ne pense pas. Non. Bon, on va le faire comme ça.
Bonjour maître, je suis en chemin vers Melville. Comme ma mère vous l'a expliqué, c'est moi qui vais signer les papiers de la maison. Je vous appelle dès mon arrivée. Cher Paul, toi et moi, c'était comme dans un rêve. J'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. Mais je vais partir. Je vais quitter cette ville qui nous fait tant de mal. Ça ne sera pas un adieu, je te le promets. Maman, c'est moi. Je viens d'arriver. Rien n'a changé ici. Je suis les papiers demain matin et je me casse. Je t'embrasse. Voilà, 1er avril. Alors, il ne sera pas encore sur les écrans demain, mais on avance. et il y a très peu de temps, il y a 1 semaine et demie, je pense, tu es allé présenter ce projet à Bordeaux, Au Festival pas très loin d'ici. qui est un festival des professionnels du cinéma d'animation. Et ça s'est plutôt bien passé. Et ça s'est, à notre grande surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, on a reçu le prix Rimage, qui est un prix en fait comment on peut dire, Récompense? oui, voilà, je cherchais le mot. C'est souvent le cas pour les prix. Récompense, il est resté au Mercure hier soir, le mot qui récompense donc les films, et là pour le coup un film, de la meilleure adaptation, meilleur développement au sein de l'Union européenne. En fait, c'est un truc énorme. Et grâce à ça, en fait, ça a développé pas mal de choses, et ça a débloqué surtout pas mal de rencontres avec des diffuseurs, avec des acheteurs internationaux, donc c'est bien parti. Il y a de vraies perspectives. Donc voilà, je ne peux pas vous promettre qu'il sera là l'année prochaine en salle, mais on travaille pour que ce soit le plus rapidement possible. Alors il manque encore un aspect à cette conférence, c'est l'aspect live. Live, ouais. Voilà. Ouais. Tu es venu avec ta guitare. Écoute, oui, je vais vous faire un extrait en fait des concerts, des chroniques. Alors, vous voyez un peu la cuisine interne. Et on se retrouve tout à l'heure.
Je n'étais pas un client régulier du Big Boy, mais je le suis devenu le jour où je l'ai rencontré. Je m'y étais arrêté un soir après une longue journée passée sur les routes. Personne ne m'attendait chez moi et je n'avais pas le courage de me faire à manger. Cela faisait 2 mois que la serveuse me souriait, avec dans le regard tout ce qu'un homme a besoin pour fantasmer tout seul dans son coin. Le nom que je voyais accroché à sa chemise m'avait toujours amusé. « Ce n'est pas commun », lui dis-je ce soir-là. « Serait-ce un surnom ?» Pour le savoir, il fallait que je la raccompagne chez elle après son service. Comment résister à ce sourire? Et ses yeux, mes enfants. Et ses yeux. Tout ce dont un homme a besoin, vous dis-je. C'est en pénétrant dans l'intimité de sa maison que je compris réellement le sens de son nom. Corbeau. Jeanne Corbeau. 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 It was a lonely start, most beautiful to see. The peace is laying right up there, wide sky.
truly and peace of my soul, searching for you. Was also you. Yeah, sometimes when away. Yeah, sometimes man in his graceland. In his graceland. I know I was afraid. I know I was afraid. And it's Graceland. It's Graceland. It's great, it's great, it's great, it's great. Entre l'automne 1906 et le printemps de l'année suivante, avant que les mères ne s'inquiètent et que les hommes s'occupent du reste, 17 jeunes filles se noyèrent dans notre rivière. On les appela les fillettes de jade, en raison de leur peau diaphane teintée du pâle vert de la vase. Jamais nous ne saurons ce qui les poussa une à se laisser aller aux eaux. Hazel et Mélia furent les premières. Les autres les imitèrent tant à la lune d'un soir de brume que d'un matin de printemps clair. Elles s'offraient aux ondes. Leurs cheveux les précédaient, un peu de bulle au coin des lèvres et le courant qui les bordait. Comme elles étaient belles, comme la lumière les caressait, on eût dit qu'elles furent toujours d'ici, qu'elles étaient nées dans la rivière et revenaient enfin chez elles.
morning's out. The world is turning on the morning's out. Winter's side, the morning's out. The world is turning on the morning's out. I got balls on my shoes, on my pockets, my mother moved what I say. Morning's out. The world is turning on the morning's side. I got children, I got movies, I got all the things you need. You see, you baby, it's Christmas, it's all time. Hey, hey sir, how you doing? I got you. I'm your best friend. Are you on? Are you asking for? I got those things for you. Those things for you on my side. Simon Lafleur ne s'était jamais résolu à vendre le vieux garage. Après tout, c'était son héritage. Mais à la mort de son père, lorsqu'il a repris l'entreprise, il ne lui fallut pas plus de 2 ans pour l'abandonner. Ces sons, disait-il lorsqu'on le questionnait à ce sujet, ces putains de bruits à vous rendre marteau, j'en pouvais plus. Il fallait le faire boire pour qu'il en dise davantage. C'est mon père. Il me dit toujours ce que je dois faire. Oh, pas avec des mots, non. Il n'a jamais été doué pour ça, le vieux. Non. Il me parle avec des bruits. Un écoulement d'eau, le cliquetis d'un moteur qui refroidit les pannes de la ventilation. Chaque fois, c'est pour moi. J'entends encore me faire son... du bout de la bouche, chaque fois que je me penche sur un moteur. Lui et moi, on n'a jamais été d'accord sur la manière de faire. Quand il est parti, j'avoue que c'était un soulagement. J'ai pas beaucoup été le voir à l'hôpital. Là encore, si j'essayais de régler la hauteur de son lit ou de ses coussins, il me faisait ces affreux... dans son putain de lit de mort. Alors maintenant, c'est fini. Je veux plus l'entendre. Cela faisait 10 ans qu'il avait fait construire son nouveau garage en sortie de ville. Et il était très satisfait de sa décision. Et il ne s'en cachait pas. Mais le soir du 23 septembre 1984, alors que son dernier client, Daniel Bontemps, faisait le plein à la pompe 3, 2 phénomènes à l'apparence éloignée se sont produits au même instant. Une passante dans la rue Bonsoin a vu les lumières du vieux garage du père Lafleur s'allumer d'un coup pour ensuite exploser dans une surcharge d'énergie, tandis que dans son nouveau garage, Simon entendait les cris de son dernier client. « Ces lumières, venez voir !» Quand il sortit, elles avaient disparu. Ce n'est que plus tard que Simon soupçonna le lien entre ces 2 événements. Pour l'heure, il fermait l'établissement. C'était une nuit paisible, où même les grillons semblaient s'être endormis. Ce soir, il rejoignait les copains au bar de la Caverne. Il avait hâte. Le vendredi soir, c'était le soir où on s'oubliait. Et ils étaient très doués à ce jeu-là. Il retourna l'affichette derrière la vitre de la porte d'entrée qui annonçait la fermeture de l'établissement. Sûr qu'il resterait fermé un peu plus longtemps demain matin. Dans sa précipitation, il cassa sa clé dans la serrure. Il jura. De rage, il jeta son trousseau par terre. Puis il le reprit
et se dit qu'il serait encore temps de s'en occuper demain à son réveil. Avant de partir, il donna tout de même un bon coup de pied dans la porte, l'air de dire « Tu perds rien pour attendre ». Il prit sa voiture et laissa son garage à la nuit calme. Seul dans le silence, alors que sa voiture s'éloignait déjà dans l'obscurité, on pouvait entendre le balancement de la fichette contre la vitre de la porte martyrisée. C'était un discret tapotement métallique, à peine perceptible, un léger, tout léger. Much time wasted, lazy afternoon, many days past ground round way. Since I lost you, day and night, and the flood like shadows on the moon. But I am sorry. Like they say, there's only fools stay on the moon. Shall we dance? Shall we dance? Hey, Charlie, one more walk. Like they say, there's only fools gone. Like I say, there's only fools to go. Like they say, there's only fools.